Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme chaque vendredi, nous vous proposons le regard d'un journaliste sur l'actualité de votre département. Aujourd'hui, René Pérez, directeur des rédactions du Télégramme, est notre invité. Tout de suite, l'actualité de ce vendredi 12 octobre 2012 dans le Finistère. Le pôle d'excellence bio-végétale de Plomelin près de Quimper a été inauguré ce vendredi. Cette structure rassemble lycéens, entrepreneurs et chercheurs sur un même site et sur un même espace. Visite guidée avec Pauline Ferco. C'est Alexandre Massé, l'inventeur du bouton à 4 trous, qui créa au début du 19e siècle un lycée horticole dans son manoir de Plomelin. Aujourd'hui encore, près de 200 pépiniéristes en herbe y apprennent leur métier. Déjà, on est en pleine nature, donc c'est mieux, c'est plus pour respirer et tout. Je trouve que c'est moins étouffant. Et les gens sont naturels ici, donc c'est mieux. Chapeauté par la fondation Massé-Trévidi et financé par Quimper Communauté, le site a pris de l'ampleur et aujourd'hui c'est un véritable pôle d'excellence rurale dédié au bio-végétal. Il y a également la présence de la recherche avec l'IUT, l'INRA, et la partie prenante d'une start-up, d'une entreprise agroxine autour du bio-végétal. La force du site, c'est de promouvoir les échanges entre ces structures, comme cette entreprise de biotechnologie qui fait régulièrement appel à ses voisins les étudiants. Pour nous, c'est quelque chose de très riche, qui nous donne aussi des opportunités d'identifier des nouveaux employés ou de donner des formations également aux jeunes quand on peut le faire. Côté loisirs, un grand golf ouvert au public a pris place à l'entrée du domaine pour le plus grand plaisir des élèves du lycée qui en profitent durant leurs cours de PS. Et ce pôle d'excellence bio-végétale ouvre ses portes ce samedi de 14h à 17h30 au domaine de Cabernet à Plomelin. La 8e édition de la Citec Week s'est achevée ce vendredi à Brest. Pendant une semaine, 1500 chercheurs, ingénieurs et spécialistes de la mer se sont réunis autour d'un exemple et d'un thème, les EMR, les énergies marines renouvelables. Avec cette question, quelle place peut tenir Brest dans le développement de ces EMR ? On regarde ça tout de suite. L'hydrolienne continue ses essais en rade de Brest. Pendant ce temps, la Citec Week a rassemblé un millier de spécialistes des EMR, les énergies marines renouvelables. La Bretagne travaille avec ses voisins, notamment la Cornouaille anglaise, dans le projet Mérifique. Alors, où se situe la France sur le dossier des EMR ? Vu qu'on travaille sur la région sud-ouest de l'Angleterre et la Bretagne, nous sommes à des niveaux assez comparables. Des forces et des faiblesses différentes, ce qui renforce l'intérêt de la collaboration. Il faut bien sûr mettre en avant une stratégie et cela peut durer 5 à 10 ans. Il faut donc du temps pour passer des prototypes aux machines de série, mais aussi du temps pour faire accepter l'installation de ces centrales auprès du public. Il faut aussi prendre en compte toutes les activités de loisirs de la mer. Ça peut être le surf, le bateau à voile. Évidemment, les énergies renouvelables marines vont avoir un impact et il va falloir travailler l'acceptabilité. Si Brest colle aux EMR, c'est qu'il y a des débouchés économiques non négligeables. On peut raisonnablement parler d'un nombre entre 500 et 2000 emplois, d'une part, et d'autre part, les emplois qui vont réellement être créés de manière pérenne. Et ce qu'on vise, là aussi, raisonnablement, dans un premier temps, c'est quelques centaines d'emplois. La 8e édition de la Citec Week a été très suivie, signe qu'en temps de restrictions budgétaires, l'innovation en matière d'énergie renouvelable reste toutefois attractive. Alors René, bonjour. Bonjour. Est-ce que la filière des énergies marines renouvelables n'est pas encore balbutiante et fragile ? Elle est très balbutiante et je trouve que ça ne va pas assez vite. L'État n'intervient pas assez encore dans ce domaine. On est encore à un stade artisanal. Les entreprises qui se sont lancées là-dedans ne sont pas aidées. La réglementation est très compliquée. Je crois qu'il faut qu'on donne un grand coup d'accélérateur. Il faut qu'on donne un grand coup d'accélérateur parce que l'énergie, elle est là. On sait qu'elle est là, entre les courants, entre la houle, entre le vent. Le vent est beaucoup plus stabilisé en mer. On sait que l'énergie est là. Donc il faut y aller, et il faut y aller très vite. On ne serait pas obligé, si on était allé plus vite, on ne serait peut-être pas obligé de faire l'usine de l'Andivisio qui va bientôt sortir de terre.
Alors la difficulté... La deuxième chose, c'est que l'éolien terrestre est relativement décevant. On a installé en Bretagne l'équivalent de 400, actuellement ça doit être à peu près 400 mégawatts qui sont installés, mais on se rend compte que notre éolien terrestre, quand il fait froid, les grands froids anticycloniques, quand on a besoin d'électricité, ça ne marche pas. Et quand on fait la moyenne sur l'ensemble de l'année, ça ne produit que 20 à 22% d'énergie. Donc on a, avec tous les problèmes que ça a posés de voisinage, etc., il faut qu'on tourne un peu la page du terrestre maintenant et qu'on aille résolument vers le marin. Merci René. Après l'énergie, on passe à l'argent. Un an après le lancement de la monnaie locale Léol à Brest, c'est l'heure du bilan. Cette monnaie sociale et solidaire doit permettre le développement de l'économie locale et permettre de consommer autrement. Pauline Ferco. Depuis un an, Éole a su trouver sa place auprès des commerçants sociaux et solidaires de Brest. 20 établissements au démarrage et 45 aujourd'hui acceptent les billets locaux. L'idée, faire circuler les richesses rapidement et localement, un Éole se dévalue au bout de quelques mois s'il n'est pas dépensé. Côté utilisateur, l'objectif fut atteint dès le lancement avec 200 personnes adhérentes au projet. Depuis, ce chiffre stagne et Éole peine à séduire les non-initiés à l'économie solidaire. Il y a une certaine difficulté à toucher le public qui n'a aucune idée des structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a un volet pédagogique important, c'est-à-dire qu'il faut comprendre à quoi sert une monnaie complémentaire. Donc c'est assez rapide avec les gens qui sont familiarisés avec ces thématiques. Après, il y a un besoin fort de communication pour disséminer ce que ça signifie, ce que ça implique d'utiliser une monnaie locale pour le développement de l'économie dans son territoire. Pourtant, l'équipe d'Éole reste satisfaite de cette première année et projette de se lancer aussi à Morlaix d'ici un an ou deux. Si l'on ne connaît pas encore le nom de ces futurs billets morlaisiens, une chose est sûre, ils seront échangeables avec la monnaie brestoise. Et prochainement, c'est à Concarneau que les sardines seront mises en circulation. Mais là encore, le concept risque de ne concerner qu'un petit réseau d'utilisateurs déjà familiers du commerce éthique. Ça va être monsieur tout le monde, mais en fait monsieur tout le monde qui a quand même envie d'une qualité de produit et qui a envie de consommer local, qui a envie d'être acteur et responsable de la manière dont il s'alimente et puis aussi avoir cet esprit et cette idée de solidarité locale et de circuit court. Rêveurs marginaux ou précurseurs d'une nouvelle économie, quoi qu'il en soit, Brest, Morlaix et Concarneau rejoignent les 4000 communes dans le monde déjà adeptes des monnaies locales. Alors René, une question autour de ces monnaies sociales et solidaires. Est-ce qu'elles ce ne sont pas un peu des gadgets ? Alors c'est la question que je m'étais posée il y a 2 ans quand j'ai fait un reportage là-dessus à distance. J'avais interrogé des gens de Grenoble et Toulouse. C'est là-bas que ça avait commencé. Toulouse, où là-bas ça s'appelle le sol violette. Ils ont commencé dans des conditions aussi compliquées qu'ici. C'était limité à des quartiers, à un quartier, si je me souviens bien. À Toulouse, et petit à petit ça a pris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un double intérêt, c'est social, parce que on l'a pas dit, mais je sais pas si le système est le même ici, mais à Toulouse on avait un peu plus d'argent en sol que ce qu'on donnait en euros. Cet argent était placé, il pouvait servir à faire des prêts pour des gens qui avaient des difficultés d'accès aux banques, et c'était pour privilégier les productions locales. Il y a cette histoire de solidarité. Je trouve que la Bretagne correspond bien à l'idée de ces monnaies solidaires. On va voir l'expérience. Il faut savoir qu'ailleurs, ça a démarré tout doucement. Il faut s'attendre à ce que ça démarre tout doucement ici également. On ne fera pas de miracle, mais on en reparlera dans 2 ans. Il faut attendre un petit peu, peut-être plus longtemps qu'une année. René, vous avez choisi de parler d'humour et de politique. Dernier exemple, c'était ce vendredi. Najat Vallaud-Belkacem était en visite à Lorient. La ministre du Droit des Femmes a visité le centre médico-judiciaire de l'hôpital de la ville et s'est fendue d'un humour quelque peu involontaire. Est-ce qu'il arrive que les enfants, donc celui-ci, arrivent à créer un tel lien de confiance qu'ils souhaitent vous revoir par la suite? Alors, moi non, parce que je suis médecin légiste. Voilà, un moment saisi par la caméra de Sophie Pétier de la rédaction du Télégramme à Lorient. Alors René, on touche là un sujet sensible finalement. Les politiques ne sont pas très coutumiers d'humour et
En plus, les Français n'attendent pas d'humour. Ouais, ça. Ils ont été, sous la 4e et la 5e République, c'était une tradition. On adorait les hommes politiques qui avaient de l'humour. Certains, Edgar Faure notamment, était un grand humoriste. André Santini. François Goulard est un peu dans la lignée, mais j'ai l'impression que ça va se terminer. Alors François Goulard, justement, a reçu le prix du Club Presse de France pour cette phrase. Être ancien ministre, c'est s'asseoir à l'arrière d'une voiture et s'apercevoir qu'elle ne démarre pas. Il fait évidemment allusion à la suppression de ces avantages du chauffeur. Son électorat a beaucoup moins d'humour que lui, d'ailleurs, puisqu'il a été battu aux élections. Mais je crois qu'il représente la fin d'une lignée. Aujourd'hui, l'humour est souvent involontaire. Il représente la fin d'une lignée parce que je crois que les Français aujourd'hui ne veulent plus qu'il y ait des mélanges de genres. Ils veulent que leurs élus ne cumulent pas de cumul, pas de mélange de genres, il faut être sérieux, on est en crise. C'est aussi un des effets de la crise qu'on retrouve paradoxalement sous une autre forme à la télévision, mais là-bas c'est l'inverse. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision et à la radio, maintenant on ne compte plus les émissions humoristiques, il n'y a plus que ça. Mais visiblement les Français ne veulent pas que leurs hommes politiques, leurs femmes politiques fassent de l'humour en temps de crise, donc je crains que quelqu'un comme Goulard, malheureusement, c'est dommage parce que c'était une belle tradition française. C'est en voie de disparition. Bon, espérons que peut-être certains cesseront à l'humour avec de l'esprit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci René d'être venu commenter l'actualité. On se retrouve lundi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée et bon week-end à vous.